Il y a quelques instants, nous avions Pierre Jouvet sur ce plateau, secrétaire général socialiste, qui nous disait on va peut-être avoir plus d'élus que les insoumis à la fin, lorsqu'on va regarder ça, et ce sera très important dans le rapport de force. Est-ce que ça veut dire donc que c'est là-dessus que l'avenir politique de la gauche se joue, là, tout de suite ? Je ne sais pas si c'est là-dessus, on verra dans les heures, dans les jours qui viennent, parce que le temps que les députés ultramarins arrivent en hexagone, cela peut prendre plusieurs jours. Et nous verrons le rapport de force. Je pense que globalement, le rapport de force ne s'inversera pas au vu des éléments que j'ai en ma possession actuellement. Alors, une petite question personnelle. Est-ce que vous étiez à cette fameuse réunion apparemment secrète ou pas ? Je ne sais pas si cette réunion était secrète. Non, je n'y étais pas, mais je sais à peu près ce qui s'y est dit, oui. Il s'est dit quoi, alors, racontez-nous ? Mais que nous sommes tous d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron doit faire ce que n'importe quel chef d'État dans n'importe quelle démocratie du monde, reconnaître qu'il y a un camp qui est arrivé en tête et que c'est ce camp qui doit former le gouvernement. On marche sur la tête. Dans n'importe quelle autre démocratie, le président nous aurait déjà appelé pour nous demander de former le gouvernement. Et là, on ne sait pas, on attend, peut-être dans plusieurs semaines, etc. Mais est-ce que... Il va peut-être le faire. Ah mais, je l'espère. Et nous sommes prêts. La question, c'est aussi l'étape d'après. Si j'ai bien compris, enfin vous le savez autant que nous, hein, le gouvernement va expédier les affaires courantes parce qu'il y a les JO, etc. Et puis probablement mener les consultations nécessaires. Mais derrière, vous formez un gouvernement. Très bien. Vous êtes 200. Vous pouvez peut-être trouver quelques amis à droite, à gauche, etc. Mais ça fera jamais 289. Vous vous retrouvez dans une situation qui est comparable à l'ancienne majorité relative, et même moins confortable. Oui. Comment faites-vous ? Mais ils ont gouverné pendant 2 ans. Oui. Enfin, voilà. Avec difficulté. Avec difficulté. Sinon, non, c'est pas là. Tout à fait. Avec. Enfin, non, c'est pas les difficultés de l'Assemblée qui ont poussé à la dissolution. Non. Parce qu'il aurait pu continuer 5 ans comme ça, et je pense que ça aurait fonctionné. Donc, nous avons des institutions en France. Donc, ou on les change, ou on fait avec. Aujourd'hui, un gouvernement minoritaire peut, s'il vous plaît, je conclue, peut diriger le pays, et c'est aux autres de décider de le faire tomber ou non. Oui. Nous pouvons, avec la majorité que nous avons, augmenter le SMIC à 1 600 €. Nous pouvons abroger la réforme des retraites et la retraite à 64 ans. Ce sont des décrets. Ce sont des décrets. Mais... Non, ce sont des décrets. Oui. Donc alors, c'est le Premier ministre arrive à Matignon et il signe. Plus 49.3, autant de choses. Non, pas sur ce que je viens de vous dire. Non, pas sur ce que vous venez de dire. Exactement. Sur le budget, oui. Oui, non, pas acte majeur. Sur le budget, nous verrons. Il faudra qu'il vote contre, par exemple, l'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Il faudra qu'ils assument de voter contre des mesures très populaires parmi les Français. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le président Macron doit nous confier Matignon et le gouvernement. Et ce sera au groupe parlementaire de décider s'ils font tomber ou non notre gouvernement. Monsieur Lachaud, j'ai entendu à plusieurs reprises des membres de la France Insoumise, de la NUPES, au temps de cette première alliance, dire mais ce gouvernement n'est même pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'était un angle d'attaque très puissant. Oui. Donc ça veut dire que finalement, lorsque c'est vous, ça ne vous pose pas de problème. Mais en fait, nous avons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui était acceptable pour le gouvernement... et que vous dénonciez. Que nous dénoncions, bien sûr. Mais en fait... Comment dire ? Expliquez-nous. Mais oui, mais aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a gouverné pendant 2 ans comme ça. Nous avons dit, en effet, que ce n'était pas acceptable et nous avons déposé énormément de motions de censure. Voilà. Laissons les autres faire de même. Non, mais vous comprenez ma question. Bien sûr, je comprends votre question. Vous voulez vous appliquer ce que vous dénonciez chez les autres. Oui. Bien sûr. Non, mais au moins c'est honnête de votre point de vue. Enfin, je veux dire, vous le dites avec honnêteté ce matin. Oui, très bien, c'était pas bien chez les autres, mais pour nous ça ira. Non, c'est pas ce que je dis. La charge sur les autres. Ben, les autres nous disaient, vous prenez le désordre avec vos motions de censure, vous voulez faire tomber le gouvernement, etc. Bien. Maintenant que nous sommes dans cette situation, quelle va être leur position ? Vont-ils prôner le désordre et déposer des motions de censure pour nous faire tomber, ou alors vont-ils nous laisser gouverner ? Mais est-ce qu'il n'est pas urgent de donner un nom ? C'est-à-dire pour que les Français y voient plus clair, parce qu'ils doivent être un peu perdus ce matin en regardant les résultats, en se demandant ce qui va se passer, est-ce qu'il ne serait pas urgent de leur donner une idée de la personnalité et de la position de cette personnalité ? Parce que c'est ça qui compte aussi, que vous pourriez proposer pour Matignon. Écoutez, vous savez, pendant toute la campagne,
les médias, les opposants se sont battus sur quel va être le nom, etc. Ils ont sorti Jean-Luc Mélenchon en épouvantail. Ce qu'il n'est pas, les résultats le démontrent. Mais les Français n'ont pas voté pour un nom. Ils ont voté pour un programme. Et quel que soit le nom, l'important c'est le programme. Ils ont aussi voté pour faire barrage au Front National. Mais de la même manière que les Français ont voté Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 pour faire barrage au Front National. Vous lui reprochiez d'appliquer son programme. Donc oui, on mais peut bien vous sûr, faire le même reproche de nouveau. Oui, mais il l'a fait. Oui. Et vous ne lui reprochiez pas. Pourquoi vous nous reprochez? Si. Nous l'avons interrogé de la même manière. Pardonnez-moi, mais il a été interrogé de la même manière et tous les représentants de la majorité. Et à chaque fois, il a appliqué son programme. Mais voilà. Donc pourquoi nous? Donc c'est la loi du talion, quoi. Pardon? C'est la loi du talion. Non, ce n'est pas la loi du talion. C'est quelle autre solution avec nos institutions? Vous savez, nous, on prône la 6ème République. On prône le scrutin proportionnel. On prône la fin de la 5ème République. Si nous étions dans une 6ème République, nous ne serions absolument pas dans cette situation. Nous sommes pris dans le carcan de ces institutions. Enfin, s'il y avait la proportionnelle totale, ce serait le Rassemblement national qui serait ultra majoritaire à l'Assemblée. Pas du tout, pas si on est dans un scrutin majoritaire à la départementale comme en 86. C'est un scrutin qui a démontré qu'il pouvait fournir une majorité. Mais aujourd'hui, nous vivons dans ces institutions. Comment faire autrement que de demander à la première force politique de faire et d'organiser le gouvernement? Mais c'est quoi l'alternative? Revenons sur l'éventuel Premier ministre. Oui. Dans votre conception des institutions, il est choisi par le président ou il est choisi par le groupe parlementaire qui est en tête? Il est choisi par le groupe parlementaire qui est en tête et ça a toujours été le cas. C'est Jacques Chirac qui a été nommé en 1986 et Jacques Chirac, qui était le chef de parti en 1993, a refusé d'y aller et a demandé à François Mitterrand de nommer Édouard Balladur. Et qu'a fait François Mitterrand? Il s'est exécuté. Parce qu'il était républicain et qu'il respectait les institutions. Et qu'il pensait qu'il s'entendrait mieux aussi avec Édouard Balladur qu'avec Jacques Chirac. C'est ce qui s'est passé. C'était l'intérêt de François Mitterrand aussi. C'était peut-être l'intérêt de François Mitterrand, mais c'était surtout le respect de la volonté du parti qui était majoritaire à l'époque. Alors, seconde question liée à la première. Comment vous vous organisez au sein du Front populaire pour choisir cet éventuel Premier ministre, parce qu'apparemment, il y a deux conceptions différentes pour le choix de ce Premier ministre. Écoutez, moi j'ai entendu M. Jouvet juste avant moi, qui semblait d'accord sur le fait que le groupe majoritaire présente un candidat. Mais il a quelqu'un qui n'est pas clivant. Enfin, si consensus, un homme de consensus. On ne va pas se cacher derrière une femme son petit doigt. L'idée, c'était de dire il faut trouver quelqu'un par consensus et la personnalité de M. Mélenchon ne fait pas consensus. Enfin, c'est ce qu'on a compris. Peut-être qu'on s'est trompé. Ayons la discussion ensemble. On ne va pas l'avoir sur les plateaux de télévision. Ça serait bien. Parce qu'en fait, selon un décompte que je viens de recevoir, si on regarde France Insoumise 74, vous allez me dire si c'est exact ou pas. Parti socialiste et certains commencent à additionner les divers gauches, à voir ce qui se passera, 79. Oui, c'est pas possible. Non, mais on voit bien que ça va être toute la discussion des heures qui viennent. Où est-ce qu'on compte les divers gauches? C'est ce que je vous disais. La plupart des divers gauches sont des ultramarins qui n'arriveront en hexagone que d'ici quelques jours. Nous verrons à ce moment-là. Mais il est, à mon avis, au vu des informations en ma possession, totalement erroné de penser que la totalité des ultramarins choisiront le Parti socialiste. Donc vous nous dites qu'il faut attendre jusqu'à la fin de la semaine pour réussir à faire un vrai Si vous décompte, voulez avoir le décompte précis, ça sera sûrement à la fin de la semaine. Mais là, il n'y aura pas d'inversion des courbes. Je voudrais que l'on écoute Clémentine Autain. Elle était l'invitée d'LCI hier soir. Voilà ce qu'elle dit de son positionnement au sein de son groupe ou ancien groupe à gauche. J'ai bien entendu que Jean-Luc Mélenchon, quand il est intervenu sur TF1, il a parlé de 19 députés élus au premier tour pour la France Insoumise. Il y en a eu, si on me compte, 20. Donc j'ai bien compris que je ne faisais plus partie du groupe. Et par ailleurs, une boucle a été mise en place très vite là, sur les téléphones. Et dans cette boucle, je n'y suis pas. Clémentine Autain exclut la France Insoumise de fait. En tout cas, c'est ce qu'elle confirme, enfin ce qu'elle constate, ce qu'elle dit. Oui. Ce qu'elle dit. La question, c'est de savoir si elle s'en va et si elle s'en va seule. Écoutez, si d'autres députés l'accompagnent, alors hors de Nouveau Front Populaire, ce n'est pas du tout son propos, mais hors de la France Insoumise. Je pense que Clémentine Autain adorerait être exclue de la France Insoumise. La réalité, c'est qu'elle s'est exclue d'elle-même en se rattachant au Parti communiste lors de son dépôt de candidature. Donc à partir du moment où elle s'est rattachée au Parti communiste... Elle a dénoncé, vous le savez, je rappelle pour nos téléspectateurs, une purge dont aurait été victime Madame Simonet, il n'y avait pas de purge, il y avait des députés qui avaient annoncé qu'ils ne siégeraient pas avec nous dans la suite.
Et nous avons décidé de ne pas les réinvestir. Ce que n'importe quel parti ferait. Vous réjouissez-vous de l'élection d'Alexis Corbière et Daniel Simonet? Non, c'est une bonne nouvelle pour vous? Non, je la regrette. Ah, vous la regrettez? Oui. Et alors là, Parti communiste, il serait 9. Ils vont siéger où? Parce que ça fait pas un groupe 9. Si jamais ils venaient voir les socialistes, là, le rapport de force serait inversé. Oui, vous pouvez trouver toutes les combinaisons possibles pour... Non, c'est pas des combinaisons, c'est des questions. Mais si les communistes vont siéger avec les socialistes, je ne sais pas s'il restera un parti communiste. Sur le fond, Monsieur Lachaud, la question, alors Monsieur Bompard a rappelé à plusieurs reprises, ce sera notre programme, tout notre programme, ou ça ne sera rien. C'est un peu le sens de ce que vous nous dites ce matin, et je poursuis ma question. Est-ce que vous préférez rien, ou un peu comme le dit souvent François sur ce plateau, de consensus, de coalition, de compromis, quitte à abandonner certains points, peut-être pas ceux que vous jugez majeurs d'ailleurs, mais pour vous ouvrir un peu plus? Mais je pense que le système électoral français fait que les coalitions se font avant le premier tour et pas après. Contrairement à beaucoup d'autres pays comme l'Allemagne, où pendant 8 mois, les partis se sont accordés pour constituer un gouvernement. Ils ont pris 8 mois pour le faire. En France, c'est l'inverse. C'est le principe du scrutin majoritaire. Donc nous avons une coalition, nous avons un programme. Et ce programme, il est cohérent, c'est un tout. Il n'y a pas une mesure qu'on peut faire si on n'applique pas le reste. C'est comme ça que nous l'avons chiffré. On ne peut pas dépenser 50 milliards si on ne les lève pas quelque part. Exactement. Ouais. Vous avez tout compris. Mais, vous savez, et donc, à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de prendre et de ne pas prendre. Et surtout, ce n'est pas ce que veulent les Français. Donc, faire des combinaisons, des accords d'appareil, etc., c'est ce qui, aujourd'hui, dégoûte les Français de la politique. Et nous n'avons pas été élus et les Français ne nous ont pas confié leur scrutin et leur confiance pour faire ça. Donc non, le président Macron doit nous confier le gouvernement. Nous devons appliquer notre programme et au groupe parlementaire élu d'assumer de voter contre des mesures qui, je le rappelle, l'essentiel des mesures de notre programme sont soutenues par plus de 70% des Français. Vous parlez de quoi? De sondage? Oui, sur le SMIC, l'augmentation du SMIC, sur l'abrogation des retraites. Augmenter les salaires, baisser le temps de travail, je peux vous dire, il y a 100% des Français. Et ben voilà. Et ben exactement. Non mais la question c'est de savoir. La question, oui, moi je suis pas tout à fait favorable parce que je pense que ça se paye quelque part. Il y a un rendez-vous tout à l'heure, je le disais, il y a un rendez-vous avec l'Europe là au mois de septembre. On doit infléchir notre trajectoire. Imaginons qu'on vous confie le gouvernement. Vous y allez en disant, paf, on dépense 50 milliards. Mais parce qu'en face, on a les recettes déjà. Toujours hypothétique les recettes, vous le savez comme moi. Les dépenses dans un programme, c'est toujours certain. Les recettes, toujours hypothétiques. Et oui, c'est comme ça, mais c'est aussi le choix démocratique des Français. Et c'est pas parce que l'Europe nous dit vous ne pouvez pas l'appliquer que nous ne l'appliquerons pas. Parce que sinon, c'est la fin de la démocratie. Et quand on en finit avec la démocratie, le peuple se révolte toujours. Quand vous dites que vous souhaitez un gouvernement, c'est un gouvernement, par exemple, qui discuterait avec le président de la République pour savoir si Thierry Breton doit rester à la Commission européenne avec un poste élargi de vice-président qui s'occuperait aussi des questions de défense de l'Europe. Il est évident que le président de la République ne peut pas seul discuter de ces questions. Est-ce que, comme le Rassemblement national, comme Jordan Bardella, entre les deux tours, vous remettez en cause la prédominance du président sur la politique étrangère, sur la défense? Ça a été un point fondamental entre les deux tours. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que le Rassemblement national? Un président désavoué ne peut pas décider seul de tout. Donc il ne s'agit pas de dire, ce qui est une erreur, que le statut de chef des armées est honorifique. Ce n'est pas le cas. Et ça, Marine Le Pen a démontré son incompétence en disant cela. Mais il est évident que le président ne peut pas décider seul de tout. Typiquement, le président ne peut pas décider seul d'envoyer des instructeurs en Ukraine, par exemple. Merci beaucoup. Merci Bastien Lachaud d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. 7h50.